J'ai tué Everaldo da Souza. Je le tue et je suis surpris de voir à quel point c'est facile. Je vais à sa rencontre dans la forêt. Je marche vers lui sans me presser. Puis je tends le bras et je tire une balle dans son front. Et c'est tout. Je le regarde tomber en arrière dans l'humus épais et putride de cette forêt vierge d'aucun crime. Et dans la seconde, il est mort. Et moi, je suis toujours le même. Retour à Biarritz, de Yann Manouch. Adaptation et réalisation, Michel Sudorov. Je suis parti de Cuiabá au petit matin pour Caceres, dans un vieux bus déglingué aux couleurs brésiliennes. J'ai traversé à pied toute la ville encore luisante de l'orage de la nuit et tout imprégnée de son parfum, une odeur forte de terre trop riche et d'humus brun qui fume déjà sous les premiers rayons du soleil. Je pense que des couples ont profité de cette nuit d'orage pour s'aimer avec violence, ou pour se déchirer avec violence, ou pour s'ignorer avec la même violence. À quoi pensent au matin les amants de la nuit et les assassins? Dia. Bom dia. Deixa a saudade, gringo. Você vai viajar. Il a raison. Je dois abandonner toute nostalgie. Je pars en voyage. Pode se sentar no primeiro banco, logo depois da porta. Le premier siège, juste après la portière pneumatique, avec le pare-brise étoilé et bas comme un écran sale des panoramas à venir. On me regarde. Je n'appartiens pas à ce pays, ni à ce jour, ni à ce bus. Ce voyage n'est pas le mien. C'est comme si je profitais du leur, un peu comme un receleur. Je me demande si quelqu'un a remarqué le colt noir glisser dans la ceinture de mon pantalon, à même ma peau déjà moite de peur et de chaleur sous ma chemise. L'homme qui enjambe sans façon mes genoux ne se pose pas les mêmes questions sur le sien, glissé dans un étui, accroché à son ceinturon, sous sa veste. L'arme ne vous dérange pas, j'espère. Non. Vous êtes policier? Ça vous inquiéterait que je le sois? Non. Je n'ai encore rien à me reprocher. Ça viendra. On a tous quelque chose à se reprocher un jour. Ce jour-là, faites que ce ne soit pas un impayé ou une dette. Ah, et pourquoi donc? Parce que je suis le meilleur recouvreur de l'intérieur. Mon métier est de traquer les débiteurs et de les faire payer. Dès que votre dette dépasse le prix de 5 balles, craignez-moi. Pourquoi 5 fois le prix d'une balle? Parce que je me paye au pourcentage de ce que je récupère. 20%. Et vous tuez pour ça? Bien sûr que non. Un débiteur mort n'est plus un débiteur. C'est une dette morte. Mais j'effraie, j'essaie de convaincre. Vraiment? Que voulez-vous? Je traque des gens qui doivent de l'argent à d'autres gens qui me payent pour le récupérer. Il m'arrive souvent de devoir pointer une arme sur eux ou sur quelqu'un qu'ils aiment pour leur faire comprendre. Et vous leur tirez dessus? Quand ils se défendent, oui. La plupart du temps, non. Ceux qui se défendent sont toujours ceux qui ont de quoi payer, ne serait-ce qu'en partie, et qui ne veulent pas. Ceux qui n'ont rien ne se défendent pas. Que voulez-vous que je leur prenne? Je leur fais juste peur. Plutôt immoral.
Ça part toujours de quelqu'un qui emprunte de l'argent et ne le rend pas, et qui s'enfuit pour qu'on ne le retrouve pas. Ils ont peut-être de bonnes raisons de ne pas pouvoir rembourser, ou de ne pas vouloir. Peut-être bien, mais ça ne rend pas l'origine de la dette immorale pour autant. La ville est déjà loin. Cerrado. Cerrado. Maigre savane. Campos limpos. Petit pâturage sans arbres. Et puis Campos sujos, avec leurs arbustes tordus par le soleil. Petit lac d'eau douce des bayas, que des algues capricieuses colorent de jaune, ou de bleu, de vert, de rouge, parfois d'un noir de miroir sans teint. J'ai longtemps cru ne pouvoir aimer que les lames atlantiques et les écumes de l'océan vert et blanc, leur fracas sous le phare de Biarritz, à la pointe Saint-Martin. La ligne en apostrophe chavirée des pins maritimes ponctuant les rochers entre le sable et le vent. Le chahut fragile des tamaris dans les rochers échoués. Et le miroitement des eucalyptus en contre-champ des Pyrénées scintillantes. Et pourtant, je suis devenu fou de ce pays, de cette nature qui tire sa beauté vénéneuse des pourritures qui s'y décomposent. Fou de cette beauté dangereuse où glissent des cascavels, grabouillent des migales et se tapissent des jacarés. Cette folie m'a gagné. Elle est en moi à présent, où mes sentiments pourrissent et se décomposent eux aussi, pour former l'humus de cette folie qui m'enivre de l'intérieur. Une folie comme une dégringolade, juste pour poursuivre Angèle et me rattraper. Oh mio Deus. Je me méfie de l'homme au pistolet. Il se signe à chaque église et à chaque prêtre que croise le bus. J'ai récupéré ma première dette à 17 ans. Comment ça ? Avec cet engin. Pour obliger un usurier à me rendre le crédit qui écrasait mes parents. L'usurier a apprécié le geste et la façon et m'a engagé. Un mécanisme qui peut, en une fraction de seconde, venir à bout de l'extraordinaire complexité d'une vie humaine. C'est fascinant. Oui. La condition humaine. Vous ne pouvez pas imaginer à quelle humanité je dois me frotter. Des pauvres et si lâches qu'ils sont prêts à vendre leur enfant pour survivre. Et des riches, avares et veules au point de donner les leurs pour garder leur matelas de raïs. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on m'offre en échange d'une échéance. Des petits garçons, des jeunes filles, des femmes, des bébés, ou bien des vieillards, ou des chiens, des chevaux, des pirogues, des armes, un peu d'alcool, de l'héroïne, de l'amour, beaucoup d'amour, sale, puant, furtif. J'ai toujours refusé, sauf quelques femmes. J'avais déjà tout ça chez moi. Chez vous ? Où ça ? À Congonhas. J'habite juste en bas du Santuario do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. J'ai une petite maison pour ma femme, mes enfants. Nous avons un bébé. J'ai ma vieille mère avec moi et 2 chevaux dans un campo. Sur le Rio, j'ai une pirogue. Le métier me permet de garder tout ça. Et de voyager aussi. Vous avez un secteur ?
142 villes ou villages. Je m'organise. Tenez, j'ai 3 créances à Cáceres et puis 2 autres du côté de Port Barreiro et à Gloria d'Ouest. Après ça, j'aurai une journée de quart jusqu'à Diamantino. Un homme qui m'a tiré dessus sans me toucher. Moi aussi, j'ai tiré. Mais maintenant, l'homme boite. J'ai visé la jambe. J'aurais pu l'abattre. Et pourtant, il m'en veut. En fait, je crois qu'il cherchait à ce que je le tue. Mais ce n'était pas notre intérêt de perdre lui la vie, et moi ma créance. Saper! Au revoir. Dieu vous garde. Il se fait déposer quelques kilomètres avant Cáceres. De ma place, je vois une grande clairière en jachère. Au bout d'un chemin de terre, une maison adossée à la forêt. Devant la maison, une femme jeune et joyeuse accroche du linge bariolé sur un fil. Pieds nus dans la terre, 2 gosses jouent en riant avec un cerf-volant. Le temps est immobile et beau au-dessus d'eux. À travers la portière ouverte, le chauffeur regarde l'homme rajuster sa veste et se signer 3 fois rapidement. Quelques passagers comme moi se tordent le cou pour apercevoir une dernière fois la scène heureuse des enfants innocents qui jouent et l'homme au revolver qui marche vers eux. Le bus me dépose dans le quartier de la petite préfecture. La chaleur m'a déjà assommé et mouillé comme une eau. Je sens le métal noir glisser dans ma ceinture et je le retiens d'une main posée sur ma chemise, comme un étranger qui souffre d'une mauvaise colique. Un taxi me dépose sur les bords du fleuve. Obrigado. Bom, conheço tipo que conhece o rio com uma palma da sua mão. Sabe, pode continuar nessa direção. 10 minutos. Le chauffeur me recommande un homme qui connaît le fleuve et tous ses arroyos, ses marécages et ses bras morts comme personne. Tá bom? Obrigado. J'ai déjà emmené Angèle à travers les arroyos du Pantanal, pour lui rappeler l'été avant qu'elle ne s'enfuit, quand je l'avais emmenée sur les bords de la Nive. Là-bas, j'avais voulu l'embrasser dans ma voiture, et elle avait éclaté de rire, préférant se baigner nue pour me provoquer à l'abri d'un bosquet. Mais ici, où j'ai réussi à la rejoindre après toutes ces années, elle m'a enfin cédé. Par surprise sûrement, par étonnement de mon entêtement, mais elle s'est offerte. D'un abandon si abyssal d'abord, puis si violent que c'est elle qui m'a pris. Avant que ce salaud me la reprenne. Senhor, Quand l'homme me tend la main pour m'aider à monter dans sa longue barque en métal, je sais qu'il a peur. faça favor. Je me demande s'il a deviné l'arme sous ma chemise. Je prends place à l'avant, assis face au fleuve, et je sens son regard planté entre mes omoplates. Par instinct, il ne m'aime pas, mais peu m'importe. Je ne suis déjà plus de son monde. Lui pense à préserver sa vie, et moi je suis en route pour prendre celle d'un autre. La forêt s'est assombrie. Elle se dresse maintenant dans un impressionnant désordre de chaque côté du Rio, et coiffe l'eau limoneuse d'une verte voûte végétale et silencieuse. De temps en temps, un jacaré ventru et cuirassé, l'œil mauvais, glisse en silence dans l'eau noire et disparaît sous notre barque. Des singes hurleurs déclenchent un vacarme dans les hautes branches et bondissent en désordre pour se taire soudain dès que nous sommes passés. Et voilà qu'au détour d'un arbre éventré par une fourmilière ardente, j'aperçois le petit débarcadère de troncs et de planches et la pirogue à moteur accrochée par une corde.
L'homme ne dit rien. Puis il fait demi-tour pour venir s'amarrer à contre-courant à un poteau vermoulu. Faça favor. L'homme a vu mon revolver glisser de ma ceinture et tomber sur les planches. C'est ici? Par là. Je vais voir, attends ici. C'est bon. Depuis sa barque, il me regarde m'enfoncer dans la forêt. Le sentier a été emprunté ces derniers temps. Quelqu'un l'a dégagé à la machette. Je perds de vue le fleuve et continue d'avancer sans voir la maison. Puis, après quelques minutes d'une marche prudente, le sentier débouche sur une clairière et la maison est là. Un tourne-disque joue faiblement. Une vaste maison coloniale en bois blanc, basse, de plein pied, ceinte d'une véranda ombragée. Quand je m'engage à travers la clairière pour rejoindre la maison, je devine un mouvement sous la véranda. Une silhouette s'extirpe d'un hamac, se lève et m'observe. C'était Veraldo. Il a coupé le tourne-disque. Il descend les quelques marches de la véranda, étonné, et vient à ma rencontre. Il porte un pantalon bleu marine, une chemise blanche et des mocassins de cuir comme s'il était en ville. La poche de son pantalon est déformée par ce que j'imagine aussitôt être une arme. Contre les serpents et les bêtes, je suppose. Comment se douterait-il que je viens pour le tuer? Je le laisse venir à moi. Il a moins belle allure que dans les salons de Cuiabá. Il a plus de ventre, les épaules plus lourdes. Sa démarche est maladroite. Il a sûrement les pieds plats. Plus près de moi, il n'a toujours rien dit. Et je devine dans ses yeux que ma présence le surprend. Angèle est là? Angèle? Non, pourquoi? Alors je sors l'arme de sous ma chemise et je le tue d'une balle en plein front. Il n'a pas eu le temps de sortir son arme. Il esquisse à peine le geste et s'affaisse en arrière, les bras étonnés. C'est fou ce que c'est facile de le tuer. Il a juste suffi du petit déclic d'un percuteur. Et maintenant, Everaldo est mort et je suis un assassin. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Il n'est plus qu'un corps sans vie que des mouches et des fourmis se disputent déjà. Je n'avais aucune véritable raison de tuer cet homme, même s'il était devenu l'autre amant de ma maîtresse. J'en avais juste envie, je crois. Rien ne bouge. Personne ne vient. Il était seul. Je regarde à mes pieds son cadavre. Sa chemise blanche s'imbibe d'un sang plus noir que je ne l'aurais imaginé. Alors je décide de retourner au ponton. L'homme est là, debout, aux aguets dans sa barque. Il me voit sortir de la forêt, l'arme à la main. Il a entendu le coup de feu et je devine qu'il a peur pour sa vie. J'ai tué un serpent. Il ne quitte pas des yeux l'arme que je garde à la main. Combien je te dois? 5, senhor. Et moi ici, toi. Obrigado. Il prend de la vitesse.
Quand j'entends le vacarme des singes hurleurs au loin, je devine où il est et reprends le sentier qui mène à la maison. Une fourmilière s'est attaquée au corps d'Everaldo et des mouches irisées bourdonnent et pondent sur lui. Je tire son corps jusque derrière la maison vers le méandre qui la contourne. Son corps mort est lourd, mais je me découvre plus de force que je ne m'en supposais. Je le pousse à l'eau. Je surveille qu'il échappe bien au branchage du rivage et le regarde dériver en s'enfonçant vers l'autre méandre, où attendent, tapis dans le sable, les jacarés sournois. Comme le jour tire soudain à sa fin et que la pénombre rampe sur la clairière, j'entre dans la maison et j'allume les lampes à pétrole. C'est une grande maison, un peu vide, peinte en blanc pour mieux repérer les insectes et les araignées. Sur une longue table traînent les affaires d'Everaldo. Sa machine à écrire, des stylos, des documents. Une thermos et une calebasse à mater. La cuisine, propre et déserte. Les chambres, celle d'Everaldo. Un lit défait et une valise posée sur un tabouret. Dans la salle de bain, où guette une araignée écartelée en coin, je trouve des affaires de toilette et une lotion après rasage. C'est bien le parfum d'Everaldo. Celui qui empestait les draps défaits d'Angèle sur le matelas jeté à même le sol de sa chambre. Je perds aussitôt le peu de scrupules que j'avais. Ce parfum me rappelle les seins lourds et lisses d'Angèle, son ventre blanc, qu'Everaldo a léché à ma place. Je rassemble tout ce que je trouve d'effets personnels et les entasse dans la valise. Je n'ai plus rien à faire, et je sors sur la véranda pour voir et entendre la nuit menaçante mâchouiller la clairière. Toute une vie obscure et sauvage qui devrait ramper vers moi par milliards pour m'ensevelir, me mordre et se venger, glisser dans ma bouche et ramper sur mes yeux, me transpercer de l'intérieur, des oreilles et du nez, et me pourrir dans l'humus putride et malodorant où est tombé Everaldo. Je pleure comme j'ai pleuré un jour sur moi-même à Biarritz, quand Angèle est partie. Nous avions grandi chacun d'un côté du petit parc Mazon. Moi, rue Jeanne d'Arc, elle venait le Mazon, à l'ombre du fronton. Moi, une petite maison basque, blanche, toute charpentée de rouge. Elle, une petite bâtisse grise en coin comme un donjon. Une enfance à l'aimer sans rien dire. À courir de fête en fiesta, à en tituber ensemble avec les autres contre les ritournelles des bandas. À la voir embrassée par d'autres et se laisser faire. Puis devenir femme, se marier, se déchirer, se séparer et partir. Loin, très loin, jusqu'au Brésil, au Mato Grosso, dans le Pantanal. Nous avions 30 ans déjà. Partis sans le dire. Et je pleure quand je l'apprends, assis sur un des bancs verts du parc sous les platanes qui s'écaillent. Voilà comment je pleure. Mais à aucun moment je ne pleure sur Everaldo. La seule conscience que j'ai est celle d'être loin de tout, au cœur de la forêt. Loin de moi, surtout.
Mais je n'arrive pas à me tourmenter de ce que j'ai fait. Je cherche désespérément à comprendre pourquoi la mort d'Everaldo ne me touche pas. J'aurais tant voulu qu'elle me fasse honte, qu'elle m'avilisse, et que je puisse me complaire dans ma propre déchéance. Et j'en veux à Everaldo de n'être pas mort autrement, en me compliquant la tâche, en ne se laissant pas surprendre, en me tirant dessus, en me blessant, pourquoi pas, en me laissant me vider de mon sang près de son corps agonisant, à guetter sa mort ramper vers la mienne. Puis j'essaye de l'oublier, pour juste comprendre pourquoi il m'a été si facile de l'assassiner pour rien. Même pas pour l'amour d'Angèle, en fait, dont je ne veux plus vraiment maintenant qu'elle ne peut plus être à lui. Juste pour le désir de son corps, peut-être. Pour être le dernier à la prendre. Je reste immobile à écouter Vinicius, face à la nuit grouillante et bruissante. J'ai tué Everaldo sans raison. Et maintenant c'est fait. Et plus personne n'y peut rien. Demain je rangerai tout comme s'il était reparti. Je percerai la petite valise avec un outil ou un couteau pour qu'elle coule dans les eaux lourdes du Rio. Puis je reviendrai jusqu'au ponton pour détacher la pirogue à moteur et retrouver le chemin de Cáceres. Et reprendre le bus jusqu'à Cuiabá, retrouver Angèle. Tandis que le tourne-disque use ses dernières batteries, le sommeil me surprend, l'arme toujours glissée dans ma ceinture. Je pars très tôt le lendemain, dans une brume tiède et moite qui suinte du sol en décomposition. Je me perds longtemps dans le dédale des bras du Rio et de ses arroyos. Quand j'aborde enfin les berges de Cáceres, c'est beaucoup plus en amont de là où j'ai embarqué la veille. Sur le ponton qui borde le fleuve le long de la rue Boavista, une petite foule me tourne le dos. J'échoue ma barque et monte sur le débarcadère. La foule fait brusquement silence et regarde le corps d'un homme qu'on vient d'étendre en plein soleil. C'est le collecteur de dettes. Il est mort comme dans un film, les bras écartés, un genou pointé dans un sens et la tête tournée dans l'autre. Sa chemise est toute poisseuse d'un sang noir et épais à hauteur du ventre. Balle dans le ventre. Balle vicieuse ou mauvais tireur. Il a beaucoup souffert. Je sens alors sur moi un regard qui ne me lâche pas jusqu'à ce que je relève les yeux. Vous connaissiez cet homme? Santana, que vient-il faire ici? C'est un inspecteur de la police fédérale. Au Brésil, c'est la police politique. Et dans le Mato Grosso, c'est la police toute puissante. Il tient table ouverte à la terrasse de l'Internationale, où il invite les étrangers pour leur poser en public des questions indiscrètes. Il m'y a souvent invité, et aujourd'hui, je sens d'instinct que je ne dois pas lui mentir. Oui. Il est monté dans le bus à Cuiabá. Nous avons voyagé ensemble. Hier. Encore une fois, il sait déjà et me le fait savoir. Oui, hier. C'était un collecteur de dettes. Je sais, il m'a expliqué ce qu'il faisait. Il devait finir ainsi. Quelqu'un l'a tué? De toute évidence, oui. Je veux dire, sait-on qui l'a tué? Vous, peut-être. Si vous aviez des dettes. Je n'ai pas de dette. Oui, je sais. Et puis, vous n'étiez pas en ville quand on l'a abattu? Alors vous savez qui l'a tué? Non, pas encore. Mais il suffira de faire la liste de ses débiteurs. Il ne vous en a pas parlé?
Je crois qu'il a dit qu'il devait voir 3 personnes à Caceres. Alors l'enquête sera facile. À quel hôtel êtes-vous descendu? Nulle part, je rentre à Cuyaba aujourd'hui. Alors laissez-moi vous raccompagner. Je suis en avion. Merci bien, mais j'aime voyager en bus. 1 heure d'avion contre 5 ou 6 heures de bus, ça ne se discute pas. Avez-vous déjeuné? Non, je n'ai pas vraiment faim. Moi, si. Venez. Là encore, c'est plus un ordre qu'une invitation. Et je le suis à travers la foule qui s'écarte sur notre passage. Nous nous installons dans la grande salle carrée d'un restaurant flottant, ouverte sur tous les côtés. Parfum de poisson grillé et de citron vert. Santana ne commande rien, mais on s'empresse de lui servir de tout. Une gamine métisse, en sandales, tout en fesses et les seins moulés dans un maillot jaune et vert, dépose en silence 2 caipirinhas sur la toile cirée de notre table. Quand elle fait demi-tour, Santana lui donne une petite claque sur sa cuisse ferme et cuivrée, et elle ne dit rien. Je n'ose pas regarder l'inspecteur. De l'autre côté du large Paraguay, qui glisse vers le sud ses eaux jaunes et ses îlots flottants de jacinthes d'eau entremêlés, je me force à perdre mon regard dans une grande île déserte qui détourne le fleuve. Savez-vous qu'ils organisent ici chaque année un grand concours de pêche international? Faut voir ça. Des centaines de barques et de petits bateaux qui remontent le fleuve. On en sort des poissons incroyables. Des rindoatoa, des carambata, des pacous de plusieurs kilos, mais aussi des choses extraordinaires. Vous connaissez le pays Chejao? Il a un peu le fuselage d'un requin, coloré de bleu et de jaune, et la nageoire dorsale d'un espadon. J'ai vu un pharmacien de Corumba en sortir un de 100 kilos juste un peu plus bas. Moi-même, j'ai sorti en amont un pintado de 55 kilos. Vous pêchiez à Biarritz? Sa question me prend au dépourvu et déclenche en moi des souvenirs d'enfance, du côté d'Ibaritz ou de Milady. Oui, à la ligne, dans l'écume. Louvine, Sarre, Marbré. Comment savez-vous que j'ai vécu à Biarritz? Vous surfiez aussi? Anglette, Bidart, Guettari, Côte des Basques. Je suis longboarder. Longboarder, voyez-vous ça? Tá aqui, ó, senhor, teu pacu e o teu também. Tá uma delícia. Vocês vão querer um pouco mais de cachaça? Não. Ah, não? Tem certeza? Non. Qualquer coisa eu tô ali, então. Vous êtes armé? Oui. Un Colt 38, si j'ai bien vu. Oui. Oh là, rangez ça. On pourrait se méprendre. Il n'y a que pour les histoires sanglantes de femmes que 2 amis sortent les armes à table. Nous sommes amis? J'ai la prétention de le penser, oui. Pourquoi? Vous en doutez? Nous ne nous connaissons pas vraiment. Allons. Nous nous connaissons bien mieux que vous ne le pensez. Mais... puis-je vous demander pourquoi? Pardon. Je veux dire, pourquoi vous êtes armé? À cause des serpents. J'ai peur des serpents, je les tue quand je les vois. À chaque fois que j'en vois, je tire dessus. Moi non plus, j'aime pas les serpents. Nous sommes des hommes de la ville, n'est-ce pas? Mais mangez plutôt. On dit qu'il faut se brûler les lèvres à sa chair fumante pour bien apprécier le pacou. C'est un cousin du piranha, vous savez? Oui, je sais. Vous en savez des choses. Je savoure en silence la chair goûteuse du pacou grillé à point, relevé d'un moyo d'oignons et de poivrons sur un riz blanc. Santana commande d'autres choses, une petite salade, une bière stupidamente gelada, un fromage avec la pâte de goyave et 2 cafezinhos. Puis il se lève, m'invite à le suivre et part sans payer.
Nous sortons de la ville par le même chemin qu'avait emprunté le bus. Et aussitôt, c'est un Brésil infini de champs, de jachères, de marais et de forêts. Carlos, tu prendras le chemin à droite quand tu verras la grande fazenda. Tá certo, chef. J'aperçois de l'autre côté de la route la petite maison devant laquelle l'homme au revolver avait fait arrêter le bus. Il y a des hommes armés tout autour et 2 voitures de police avec leurs gyrophares qui clignotent. Je me tords le cou pour essayer d'apercevoir la femme et les enfants, mais la voiture s'engage sur le chemin de terre de la fazenda et le nuage de poussière qu'elle soulève à l'arrière me masque la vue. La vie des pauvres gens. 2 rangées rectilignes et parallèles de palmiers aux troncs badigeonnés de chaux contre les insectes bordent l'allée jusqu'à l'entrée de la fazenda. Tout au bout, par un portail en fer forgé, la voiture passe sous un porche où se lit l'inscription « Fazenda dos Cascadores ». Mon avion est ici. Vous savez où nous sommes, n'est-ce pas? Non. Ah, j'étais persuadé que vous vous en souveniez. Nous sommes chez Sébastien Ortiz. Cette fazenda lui appartient. Le pavillon de chasse où vous avez rejoint le seigneur da Souza hier lui appartient aussi. Everaldo n'y était pas. J'ai voulu lui rendre visite, mais il n'était pas là. J'ai passé la nuit là-bas, comme me l'avait proposé un jour Sébastien Ortiz, au bar international, et en votre compagnie, je crois bien. Je suis reparti ce matin. Vous êtes sûr qu'Everaldo y était? Je n'ai rien vu là-bas qui le laisse penser. Santana marche vers l'avion qui l'attend, s'étire pour se détendre. Je pensais que le seigneur da Souza était là-bas. Mais allez savoir avec ces journalistes fantasques. Peut-être est-il allé se fourrer dans quelque autre guêpier. Allons, venez, rentrons chez nous. Dans l'avion, l'inspecteur Santana me regarde m'endormir dans le ronronnement du moteur derrière ses lunettes noires. Je sens son regard sur moi, jusqu'au moment où le sommeil me submerge. Pendant 6 nuits, j'échoue au balnéario, le bordel dansant en plein air de Cuiabá, à attendre Angèle qui ne vient pas. Le 7e jour, j'y attends Santana. Je sais qu'il viendra. Il arrive, accompagné de Sébastien Ortiz, d'un Américain nouveau venu et de quelques filles. Je vais droit vers lui et il a un mouvement discret de la main vers son dos où il cache son arme de service. Santana, faut que je vous parle. Pas ici. Ravi de vous revoir. Vous connaissez Sébastien Ortiz? Bonjour. Alors, quand viendrez-vous à mon pavillon de chasse? Notre ami y est passé, figurez-vous, mais ce n'était pas le bon moment. Je vous présente John Ferguson, grand chasseur. Je le fus. Je le fus. Et vous connaissez sûrement notre joli gibier. Où voulez-vous que nous allions? Je crois que vos bureaux sont le meilleur endroit. Très bien. Va pour mes bureaux. Chers amis, à plus tard, si vous êtes encore là. Oh, en charmante compagnie. On ne voit pas le temps passer. À votre retour, nous vous aiderons à chasser les mauvaises pensées. Ce sont des petits bureaux impeccablement ordonnés. Celui de Santana, tout au fond de la pièce, déserte et éteinte, n'est pas plus grand que les autres. À ces murs sont affichées des notes de service et toutes sortes d'imprimés soigneusement caviardés au marqueur noir par le service de la censure, dont Santana est aussi responsable. Alors, de quoi souhaitiez-vous m'entretenir? J'ai tué Everaldo da Souza. Allons bon. Asseyez-vous et racontez-moi ça. Je suis allé au pavillon de chasse de Sébastien. Un homme m'y a conduit en pirogue, vous pouvez l'interroger.
J'ai tué Everaldo par jalousie. L'homme à la pirogue a entendu le coup de feu, il vous le dira. J'ai jeté le corps d'Everaldo au Jacaré, dans le méandre derrière la maison. J'ai rassemblé ses affaires dans une valise, que j'ai jetée dans le fleuve elle aussi. Et voilà, c'est tout. Et pourquoi vous accusez de ce soi-disant crime? Ce n'est pas un soi-disant crime, Santana. C'est un crime tout court. Je l'ai tué, comme je vous l'ai dit, par jalousie, pour m'avoir pris Angèle. D'Assouza ne vous a pas pris Angèle, mon pauvre ami. Angèle vous a pris, puis elle a pris d'Assouza, puis elle en a pris d'autres. Autant probablement que tous ceux qu'elle avait pris avant d'échouer chez nous. Je vous interdis. D'Assouza me l'a prise, et je l'ai tué pour ça. Je comprends. La jalousie est mauvaise conseillère, surtout sous nos climats. Le problème, c'est qu'officiellement, pour moi, il ne s'agit pas d'un crime. Eh bien, c'en est un désormais, puisque je l'avoue. Comment pouvez-vous d'ailleurs en douter? J'en doute parce qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas d'indice, et qu'il n'y a pas de témoin. Et l'homme à la pirogue? L'homme à la pirogue n'existe pas. Bien sûr que si, il vous suffit d'aller... Écoutez, calmez-vous, et regardez-moi bien. Nous sommes seuls ici, dans ce bureau de la police fédérale, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous dire une bonne chose, les yeux dans les yeux. L'homme à la pirogue n'existe pas. Vous devez comprendre ça. Comment ça? Je dois comprendre. Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de crime. Je ne sais pas où est passé M. D'Assouza. Personne ne le sait. Il est peut-être rentré chez lui, ou encore est-il parti en reportage à Kuala Lumpur, ou en villégiature à Biarritz, histoire de visiter la ville d'Angèle, que sais-je. En sa compagnie même, peut-être. L'homme à la pirogue n'existe pas, il n'existera jamais, et D'Assouza n'est jamais arrivé à Cáceres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je l'ai tué. Vous savez ce que c'est que de tuer un homme? Vous croyez qu'on peut s'en accuser par erreur, par caprice? Everaldo était au pavillon de chasse, assoupi sur la véranda. Il m'a entendu approcher, il est venu à ma rencontre et je l'ai tué comme je vous le dis. Puis j'ai jeté son corps au Jacaré et ses affaires dans le fleuve. Vous entendez? Une balle en plein front avec le Colt que vous avez vu au restaurant. Arrêtez de pleurnicher sur vous-même et reprenez votre sang-froid. Vous ne prouverez jamais avoir tué cet homme. Vous comprenez ça? Pour moi, cet homme a disparu, c'est tout. Il est venu à Cuyaba et il n'y est plus. C'est comme ça. Personne ne vous a vu au pavillon, personne ne vous a vu avec cette arme, personne n'a vu D'Assouza là-bas et personne ne vous a vu le tuer. Peu m'importe ce que vous voulez avouer, vous ne l'avez pas tué et je suppose donc qu'il n'est pas mort. Le collecteur de dettes. Le collecteur de dettes a vu mon arme. Le collecteur de dettes est mort. Nous nous sommes rencontrés à Cáceres autour de son cadavre. L'homme à la pirogue aussi. Le Colt est tombé sur le ponton quand j'ai sauté à terre. Il ne peut pas ne pas avoir entendu le coup de feu. L'homme à la pirogue n'existe pas. Finirez-vous par le comprendre. Comment un homme avec qui j'ai voyagé plusieurs heures peut-il ne pas exister? Alors disons, pour être plus clair, que cet homme n'existe plus. Est-ce plus clair comme ça? Il est mort? Vous l'avez tué? Le témoin de mon crime, vous l'avez tué? Il n'est plus là, c'est tout. Comme D'Assouza n'est plus là, personne ne parle de mort. Je cherche à comprendre le jeu funeste de Santana. Quand l'idée germe dans ma tête, je refuse d'abord d'y croire. Puis je secoue la tête, écœuré, prêt à vomir. Vous m'avez poussé à le faire, c'est ça? C'est vous qui m'avez poussé à tuer Everaldo? Chaque image reprend soudain sa place dans mes souvenirs. Vous prenez une cachaça? Santana est toujours là. Quand il me met en présence d'Angèle au bar international. Mon cher, vous serez surpris et heureux peut-être de retrouver Angèle ici au cœur du Pantanal, dans ce bar si improbable, n'est-ce pas? Les présentations étant inutiles, je vous abandonne, Angèle, à notre beau ténébreux. Je te laisse sans voix, comme au parc Mazon.
Rassure-toi, depuis, j'ai grandi. On vient chercher beaucoup de choses au Brésil. La fortune, l'inspiration, l'amour. Toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Ce n'est peut-être pas le moment de le dire, comme ça, maintenant. Un après-midi, il m'avait déposé devant la Maison Rose, où Angèle devait me céder pour la première fois. Ça m'ennuyait de vous laisser aller là-bas à pied tout seul. Il faut passer par des quartiers malfamés, comme vous l'avez vu. Vous savez, je sors aussi de mon quartier. On ne m'a jamais agressé. Oui, oui. Jusqu'au jour où... Je n'aimerais pas qu'un ami donne du travail à mes services et alimente de surcroît la rubrique des faits divers. Carlos, tu t'arrêteras à la Maison Rose, tu sais. Tá certo, chef. Vous connaissez la maison d'Angèle? Je connais tous les domiciles des étrangers de Cuiabá. Je vous rappelle que vous, comme Angèle, vous êtes sous ma protection. Santana est encore là quand il nous présente à Everaldo da Souza. J'irais bien danser un peu. Bien sûr, il est bien là. Permettez que je vous présente le seigneur Everaldo da Souza. Madame, Angèle. enchanté. Monsieur, Le seigneur da Souza est journaliste. Il recherche les sujets compliqués, les situations difficiles. Mais il n'a plus à redouter la censure à présent. si c'est vous qui le dites, inspecteur, La dictature, c'est fini, Dieu merci. Cela a peut-être eu une nécessité par le passé, mais c'est bien fini. Les Brésiliens sont des gens responsables à présent. disons qu'ils savent se montrer responsables au bon moment. Si nous allions dîner, mais pas pour discuter politique, nos amis français sont d'abord curieux de culture brésilienne. Alors, cochon grillé ou poisson? Le seigneur da Souza n'a qu'à choisir. Il doit connaître mieux que nous la cuisine brésilienne. J'ai faim. Santana m'avait éloigné pour mieux jeter Angèle dans les bras d'Everaldo. Alors, vous n'avez pas eu peur avec notre as de la voltige, le seigneur Santana? Il s'est montré très sage, et rien ne m'a distrait du paysage ni de mes pensées. Mais vos pensées, oubliez-les un peu, mon cher. Vous êtes là pour ça. Quittez cet air sombre et soucieux. J'avais du travail en retard en ville. Oui, je sais, toujours votre roman. Je ne vous demande pas quand vous le terminez. On ne demande jamais ça à un auteur. Mais on peut lui demander de se laisser distraire, non? Que diriez-vous d'une partie de chasse? Je ne suis pas chasseur. Et puis l'idée de tirer sur des singes ne me plaît pas. Oh, ce ne sont que des singes, après tout. Allons bon, nous ne sommes pas venus ici pour philosopher, mais pour nous distraire. Et c'est toujours Santana qui s'était arrangé pour que je le sache. Au nom de je ne sais quelle amitié virile. J'aurais pas cru cela de la part du seigneur da Souza. Un journaliste qui doit connaître à Sao Paulo des centaines de femmes, toutes plus belles les unes que les autres. Angèle n'est pas une femme parmi d'autres. Mon Dieu, comment ai-je pu être aussi naïf? Comment ai-je pu me laisser manipuler de la sorte? Parce que vous êtes tellement concentré sur le grand malheur de votre petite personne. Un enfant se serait joué de vous. Alors vous l'avouez? Vous vous êtes bien joué de moi, n'est-ce pas? Je n'avoue rien. Je n'avoue rien parce que je n'ai rien à avouer, et vous non plus. Bien sûr que si, j'ai tué cet homme. J'ai tué Everaldo da Souza. Et vous voudriez que je fasse comme si de rien n'était? Comment pouvez-vous imaginer que je puisse vivre avec ça? Allons, ne sous-estimez pas votre lâcheté. Vous vivrez très bien avec. Vous avez bien su le faire, il ne vous sera pas trop difficile de l'oublier. Jamais. Jamais je ne pourrai vivre avec cette horreur sur la conscience. Je veux avouer ce crime. Ah oui, vraiment. Vous voulez vraiment avouer? Vous voulez vraiment être jugé ici pour le meurtre d'un citoyen brésilien? Pour le meurtre d'un journaliste de Sao Paulo? Vous voulez vraiment être condamné pour expier? Vous voulez vraiment passer les 20 prochaines années dans une prison du Mato Grosso? Vous voulez vraiment vous faire sodomiser jour après jour, plaquer contre des murs suintant le salpêtre et la vermine, jusqu'à vous faire jeter comme une vieille maîtresse quand votre anus sera trop distendu pour faire jouir vos codétenus?
C'est ce que vous voulez? Servir de larbin sexuel à des violeurs analphabètes? Finir comme une vieille coquette à sucer des gardiens ou des assassins pour votre survie? Pourrir de l'intérieur, loin des vôtres? Regarder vos plaies partir en lambeaux, sentir la fièvre vous ronger par 40 degrés? C'est ce que vous voulez? Ce sera encore ce que vous voulez, une fois passé votre petite seconde de bonne conscience expiatoire? Ah! Santana a raison. Il a raison sur ma lâcheté. J'ai voulu avouer par arrogance. Mais dès qu'il aimait l'idée que rien de tout ça n'est arrivé, insidieusement, malgré mes protestations outragées, je sais que j'en accepte aussitôt le tacite arrangement quelque part en moi. Me voilà déjà prêt à lâcher prise. Santana m'évite d'avoir à prononcer les mots qui vont sceller mon destin de lâche. Plus j'y pense, et plus je suis convaincu que vous vivrez très bien avec ce crime. Notre Christ, ici, est rédempteur, mais votre Vierge, là-bas, sur son petit rocher, vous pardonnera tous vos mensonges. Peut-être même trouverez-vous moyen d'en vivre. Je ne doute pas qu'un jour vous écriviez quelque chose de cette histoire. Un mauvais étranger, peut-être, ou une pâle copie d'Amok. Je doute que vous puissiez faire plus, sauf peut-être à soigner votre biographie d'auteur. Je vous imagine bien, dans 10 ans, peaufinant votre misérable légende à sous-entendre les tortures et les sévices que je vous aurais infligés. Ce serait bien dans votre genre. Je suis sûr qu'au moment de tirer sur Everaldo, vous étiez plus attentif à vos propres émotions qu'à la souffrance de l'homme que vous abattiez. Êtes-vous seulement certain qu'il ait été bien mort avant de le jeter au jacaré? Je lui ai tiré en plein front. Avez-vous vérifié? Bien sûr que non, je l'ai pas fait. Moi, je l'aurais fait. Et alors, qu'est-ce que ça aurait changé? Rien. C'est juste pour vous montrer à quel point seul importe votre petite personne. Le destin ou la souffrance de ce pauvre Everaldo n'était pas l'objet de cette remarque. Son seul intérêt était de montrer jusqu'où un homme, soi-disant tourmenté par le repentir, peut rester là à discuter avec le policier d'une dictature qui va le laisser partir impuni, malgré le crime de sang qu'il a prémédité et commis. N'importe quel homme honnête se serait déjà jeté sur moi pour me forcer à l'arrêter dans la violence. N'importe quel homme sincère serait venu se faire sauter la cervelle dans mon bureau avec son beau Colt 38 assassin. Je crois que la démonstration est faite de qui vous êtes vraiment. Inutile de continuer sur ce registre. Réglons plutôt les modalités de votre départ, voulez-vous? Vous rentrez à Biarritz. Le reste ne fait qu'accroître le dégoût de moi-même et le goût inespéré de mon impunité. Bientôt, toute honte bue, je me convainc même de ce que le seul véritable coupable dans toute cette histoire, c'est Santana. De ce crime imbécile, je me juge déjà seulement complice. Je m'acquitte de la préméditation. Je plaide la manipulation. Est-ce qu'on dit coupable collatéral comme on parle d'une victime? C'est ce que je suis. Un coupable collatéral des machinations de Santana. Je sens alors poindre en moi l'ivresse du mauvais garçon qui va s'en tirer à bon compte, et cela me grise. J'ai osé tuer un homme, j'ai eu le courage de m'en accuser, et voilà que j'ai aussi la chance d'échapper à mon châtiment. Peu importe que la complicité de Santana m'avilisse. Je vais continuer à vivre, loin de tout ça. Reprendre mes études à l'école d'art des Rocailles, pourquoi pas? Revoir mes pauvres parents qui se réjouiront. Déjeuner avec eux d'un tchanguro au Galanga à la Villa Eugénie. Me trouver un studio dans le quartier de la Négresse et me complaire à y devenir un cagot. Et oublier le Mato Grosso. Vous partez cette nuit sans revoir personne et surtout pas Angèle. Mon avion vous déposera dans une fazenda près de Campo Grande, dans le sud du Mato Grosso. Un contremaître de Sébastien Ortiz vous conduira au petit matin à la gare routière
et vous remettra un billet pour Sao Paulo. Voici l'adresse d'un receleur de confiance. Il vous rachètera ce que vous aurez à lui vendre. J'ai déjà négocié le prix. Il couvrira très exactement le prix d'un aller simple pour le port de Bilbao à bord d'un cargo mixte. Le bateau part dans les 72 heures. J'ai calculé qu'ensuite il vous en coûtera 25 € par Euroline pour parcourir les 148 km jusqu'à Biarritz en 2 heures et 21 minutes. Le reste ne me concerne plus. Une heure plus tard, je quitte le Pantanal en pleine nuit, comme un voleur. Et 2 jours plus tard, je quitte le Brésil comme un touriste échaudé. Je n'ai jamais rien lu, pas plus dans Sud-Ouest que dans la presse nationale, sur la disparition d'Everaldo da Souza, ce journaliste brésilien de Sao Paulo qui enquêtait sur les rumeurs concernant Sebastián Ortiz. L'homme aurait, dit-on, organisé dans les années 60 des chasses à l'homme, où de pauvres Indiens servaient de gibier à de riches chasseurs. Certains soirs, quand je vomis mes chipirones ou ma ventrèche sur la grande plage, ivre d'équilles et de pacharan, je me demande s'ils m'ont fait tuer da Souza pour étouffer un vieux scandale, ou si les chasses continuent encore pendant que je laisse l'océan laver mes souvenirs et mes vomissures, les bras en croix sur la plage, dans les algues, au pied des falaises de la côte des Basques. Et si je pleure, c'est que le sel iodé de chaque vague me pique les yeux. C'était Retour à Biarritz, d'Ayan Manouki. Adaptation Michel Sudorov. Avec Bertrand Suarez Passos, le personnage principal. Mouzouri, l'homme au revolver. Bernard Bouillon, l'inspecteur Santana. François Siener, Sébastien Ortiz. Geoffrey Carey, Ferguson. Florent Ollier, Everaldo da Souza. Audrey Moll, Angèle. Georges Thomé, l'homme du fleuve. Sleman Yefsa, le conducteur du bus. Et les voix de Teresa Ovidio, Flávia Lorenzi et Sébastien Faglan. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Caroline Wazan. Prise de son, montage et mixage Pierre Mine, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet. Réalisation Michel Sidorov. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.